Sauvetage spéléologique des Boy Scouts. Le 27 décembre 2003, un groupe de 8 garçons et 2 moniteurs part pour la Boy Scout Cave en Floride. Parmi eux se trouvent Michael Shiro, 15 ans, et Javik Henderson, 16 ans, tous deux avides d'aventure. La grotte était réputée pour ses étroits passages rampants et ses virages serrés, mais elle était considérée comme sûre en raison de sa structure stable. Les moniteurs, trop grands pour négocier les passages exigus, décidèrent de rester à l'extérieur, laissant les garçons explorer seuls. L'air de la grotte était frais, et la lumière de 9 lampes torchées dansait dans les galeries obscures. Le groupe progressa plus avant dans la cavité, indifférent au silence oppressant qui les enveloppait. Après environ 1 heure, ils atteignirent une section particulièrement difficile connue sous le nom de « virage en épingle à cheveux ». Le passage étroit tournait à angle aigu, à peine assez large pour qu'une personne y rampe. Michael, déterminé à mener, s'engagea, suivi par Henderson. Mais alors que Henderson tentait de négocier le virage serré, il se retrouva coincé, incapable d'avancer ou de reculer. La panique s'empara de lui, sa respiration s'accéléra. Se rendant compte qu'il était pris au piège, Michael ramena en arrière pour l'aider. Mais alors qu'il se faufilait dans l'espace restreint, les parois de la grotte raclèrent leur peau, rendant tout mouvement plus difficile. Le groupe, qui attendait dans une section plus large de la grotte, commença à s'inquiéter. Pendant plus d'1 heure, les 2 garçons luttèrent. Le corps de Henderson se tordait douloureusement dans l'étroit boyau, et les arêtes vives de la roche lui labouraient les côtes et les hanches. Chaque tentative de mouvement semblait aggraver la situation. À mesure que le temps passait, la situation devenait critique. Puis le désastre frappa. Michael, épuisé et glacé, s'effondra. Henderson se retrouva dans le noir, impuissant à aider son ami. Ses appels à l'aide résonnèrent dans la grotte, mais les autres garçons, trop effrayés pour s'approcher, ne purent que paniquer et observer, impuissants. À l'extérieur, les moniteurs ignoraient toujours la crise qui se jouait à l'intérieur. Ce n'est que lorsque les garçons, frénétiques et essoufflés, regagnèrent l'entrée qu'ils expliquèrent enfin ce qui s'était passé. Les moniteurs éteignirent immédiatement le feu qu'ils avaient allumé et appelèrent le 911. Les équipes de secours arrivèrent rapidement, équipées et expérimentées. À l'intérieur de la grotte, l'air était chargé de peur. Les garçons, pâles et tremblants, se blottissaient les uns contre les autres, incapables de saisir la gravité de leur situation. Les sauveteurs, conscients des risques d'hypothermie et de manque d'oxygène, se dépêchèrent d'atteindre Michael et Henderson. Lorsqu'ils atteignirent le virage en épingle à cheveux, le spectacle était sombre. Henderson était toujours conscient, mais ses mouvements étaient lents et sa peau moite. Michael, cependant, gisait effondré un peu plus loin, inconscient et froid au toucher. Les sauveteurs travaillèrent méthodiquement, taillant d'abord la roche calcaire pour élargir le passage étroit. Chaque coup de burin résonnait dans la grotte, ajoutant à la tension. Il fallut plus d'1 heure pour libérer Henderson. Lorsqu'il fut extrait du virage, il laissa échapper un sanglot de soulagement, bien que son corps restât raide et tremblant. Les sauveteurs l'enveloppèrent dans une couverture de survie et le halèrent à travers les passages étroits vers la surface. Henderson sauvé, l'attention se tourna vers Michael, toujours inconscient. Après 2 heures d'un travail exténuant, ils libérèrent Michael. Son pouls était faible, mais il battait toujours. Ils l'attachèrent soigneusement dans un harnais et commencèrent le processus laborieux pour le remonter à la surface. Alors qu'ils émergeaient à la lumière du jour, les équipes médicales urgentes se précipitèrent pour stabiliser les garçons. Michael, toujours inconscient, fut traité rapidement pour hypothermie. Il lui fallut une journée entière pour reprendre conscience, mais il survécut miraculeusement. Sauvetage dans la grotte de Red Null. C'était le 21 décembre 1997, une soirée froide en Arizona, lorsque 5 jeunes hommes, Brandon Silverhorn, Christopher Reed, Gus Hansen, John Salazar et Jeremy Platt, se rendirent au Safford Shaft, une zone désolée aussi appelée Red NS. Ce n'était pas un lieu de rendez-vous ordinaire. Le paysage était criblé de fosses profondes, certaines plongeant de 12 à 18 mètres dans le lit durci de ce qui fut autrefois un lac antique. L'une des fosses était recouverte d'une dalle rocheuse de 1,20 m d'épaisseur surmontant 18 mètres de limon. C'était un cadre étrange pour une nuit d'aventure, mais c'était exactement ce qu'ils recherchaient. Ils arrivèrent vers 21 h, armés d'essence et d'une excitation téméraire. Au milieu des pentes abruptes et des falaises imposantes, leur attention fut attirée par une fissure étroite dans la roche, large d'à peine 30 cm. Leur plan, transformer cette fissure en un spectacle crachant du feu. Sans hésitation, ils versèrent 4 gallons, environ 15 litres, d'essence dans la crevasse. Puis l'un d'eux alluma un chiffon, le jeta à l'intérieur et recula. Silence. Puis une explosion déchira le sol. La terre vola littéralement en éclats. Les flammes et les débris jaillirent vers le ciel, la fissure s'élargissant en un trou béant. La force de l'explosion projeta 4 des hommes en arrière, contusionnés et écorchés, mais vivants. Mais Brandon Silverhorn se tenait trop près. Il était penché sur la fissure au moment de l'explosion.
Le sol sous lui s'effondra et il disparut, chutant verticalement de 12 mètres dans la fosse. L'impact fut brutal. Sa jambe toucha la première, se brisant avec un craquement sinistre. Il roula plus profondément dans la crevasse, tandis que de la terre et des roches s'effondraient sur lui. Avant qu'il ne puisse réagir, une énorme dalle de roche, environ 0,9 x 1,5 mètres, glissa d'au-dessus, l'ensevelissant. Il était coincé, le corps tordu dans une position contre nature, la tête plaquée contre la roche. Sa jambe cassée le faisait horriblement souffrir, et la pression sur son abdomen et ses reins rendait chaque respiration agonisante. La poussière lui remplissait les poumons, étouffant tout appel à l'aide. Au-dessus, ses amis criaient son nom, mais aucune réponse ne vint. La panique les submergea. Ils ne pouvaient pas le voir à travers la poussière et l'obscurité tourbillonnante. Il n'y avait aucun moyen de l'extraire seul. Désespérés, ils coururent vers leur voiture et foncèrent vers la ville pour chercher de l'aide. Les sauveteurs arrivèrent dans l'heure. En voyant la scène, ils surent que la nuit serait longue et périlleuse. La dalle qui recouvrait Brandon n'était pas seulement lourde. Elle était profondément encastrée, presque partie intégrante de la terre. L'inclinaison de la crevasse aggravait encore la situation. S'il n'était pas prudent, le moindre mouvement pourrait déclencher un nouvel éboulement. Pendant ce temps, Brandon s'accrochait à peine à la conscience. Sa jambe était mutilée, son corps écrasé, sa respiration superficielle à cause de la pression incessante sur sa poitrine. L'hypothermie s'installa alors que le froid drainait la chaleur de son corps. Les heures passèrent. Le premier défi était la dalle. Les sauveteurs utilisèrent des burins, en dégageant prudemment les bords. Chaque coup envoyait plus de débris dans la crevasse, rendant chaque seconde risquée. Un système de poulies fut installé au-dessus, les cordes fixées à des crochets scellés dans la roche environnante. Il fallut 6 hommes tirant de toute leur force pour soulever la dalle centimètre par centimètre. Enfin, avec un dernier effort, ils la déplacèrent. Ensuite, les sauveteurs commencèrent à creuser. Ils travaillèrent méthodiquement, retirant terre et pierre, chaque mouvement lent et délibéré pour éviter un nouvel effondrement. En dessous d'eux, Brandon se taisait. La poussière avait obstrué sa gorge, rendant même un chuchotement impossible. Son esprit flottait à la lisière de l'inconscience, oscillant entre la survie et l'abandon. Après des heures épuisantes, les sauveteurs l'atteignirent. À leur incrédulité, il était encore en vie. Selon toute logique, il aurait dû être mort. Le poids, le manque d'air, les blessures, cela aurait dû être fatal. Mais il respirait encore, à peine. La dernière étape consistait à le remonter à la surface. Les sauveteurs attachèrent soigneusement un harnais autour de son corps inerte, immobilisant sa jambe brisée. Avec une extrême prudence, ils le soulevèrent centimètre par centimètre, veillant à ce qu'aucun mouvement soudain n'aggrave son état. Chaque traction était mesurée, chaque respiration suspendue dans l'attente. Après près de 12 heures atroces, Brandon émergea de la fosse. Sa jambe était monstrueusement enflée et tordue. Son visage, pâle et maculé de boue, était vidé de vie. Son corps était glacial et sa respiration, superficielle. Transporté d'urgence à l'hôpital, les médecins découvrirent qu'il souffrait d'une insuffisance rénale, d'une jambe fracturée et d'une hypothermie sévère. Sa survie tenait du miracle. Sauvetage dans le Gun Barrel Passage. En janvier 1970, un groupe de 31 aventuriers se rassembla, emmitouflés contre le froid mordant de l'hiver. Le crissement de la neige sous leurs bottes résonnait tandis qu'ils se dirigeaient vers la Knox Cave, qui avait acquis sa réputation pour une caractéristique particulièrement redoutable, le gun barrel, canon de fusil. Le gun barrel était un tunnel étroit en forme de trou de serrure, large de seulement 45 cm et s'étirant sur 18 mètres de long. Quiconque osait s'y engager devait se faufiler dans cet espace restreint. Un exploit difficile que beaucoup considéraient comme un insigne d'honneur. C'était un test d'endurance à la fois physique et mentale, séparant les explorateurs occasionnels de ceux vraiment prêts à repousser leurs limites. La plupart du groupe étaient déterminés à traverser le gun barrel pour atteindre les parties inviolées de la grotte qui se trouvaient au-delà. Après une randonnée dans la forêt enneigée, ils atteignirent l'entrée de la grotte, un gouffre glacé et enneigé menant à la gueule sombre et froide de la cavité. Un par un, ils descendirent dans les profondeurs, la température chutant à mesure qu'ils quittaient le monde de la lumière. L'atmosphère à l'intérieur était angoissante, avec pour seul bruit le goutte-à-goutte de l'eau et le frottement doux des bottes sur la roche. Parmi le groupe, 19 personnes décidèrent d'affronter le gun barrel, dont Peter Van, 14 ans. C'était la première expérience spéléologique de Peter, et il avait hâte de se prouver. Il regarda les autres entrer dans l'étroit passage, certains avançant rapidement, confiants en leur capacité, tandis que d'autres hésitaient et progressaient avec prudence. Quand ce fut son tour, Peter inspira profondément et s'engagea. Le tunnel était encore plus étroit qu'il ne l'avait imaginé, et son corps raclait contre les parois rocheuses déchiquetées tandis qu'il se tortillait vers l'avant, utilisant ses coudes et ses genoux pour progresser centimètre par centimètre. L'air était rare et sa respiration devenait superficielle. Tous les mètres, il devait s'arrêter pour reprendre son souffle,
le poids de la roche pesant sur lui. À seulement 2,5 mètres de la sortie, le désastre frappa. Alors que Peter poussait vers l'avant, son genou glissa dans une étroite crevasse dans le sol. Au début, il pensa que c'était un inconvénient mineur, mais lorsqu'il essaya de dégager son genou, il refusa de bouger. La panique s'installa. Il tourna et tira, mais chaque tentative ne faisait qu'empirer les choses. Son genou était coincé, calé dans la roche. Peter appela à l'aide, sa voix tremblante de peur, mais le groupe devant lui continua à avancer, inconscient de sa situation. Ce n'est que l'un après l'autre qu'ils réalisèrent que quelque chose n'allait pas. Ils firent demi-tour pour trouver Peter prisonnier, bloquant le tunnel étroit. Personne ne pouvait plus avancer ni reculer. Ils étaient piégés. Le groupe essaya tout pour libérer Peter, tirant sur sa jambe, tordant son corps, le déplaçant, mais rien ne fonctionnait. Chaque traction le faisait crier de douleur. Finalement, ils durent s'arrêter, et le temps commença à s'étirer dans le tunnel froid et exigu. La température chuta encore, et l'hypothermie devint une menace réelle. Les spéléologues se blottirent les uns contre les autres pour se réchauffer, terrifiés et épuisés. À l'extérieur, le reste du groupe commença à s'inquiéter, remarquant que les autres n'étaient pas revenus. Une personne s'aventura dans la grotte pour vérifier, et quand il atteignit le gun barrel, il fut horrifié de découvrir Peter coincé avec le groupe bloqué derrière lui. Il se précipita vers la surface pour donner l'alerte. En fin d'après-midi, des policiers et des pompiers arrivèrent. Ils comprirent rapidement qu'il ne s'agissait pas d'un sauvetage spéléologique ordinaire. L'étroitesse du gun barrel rendait impossible de simplement tirer Peter pour le libérer, et tout mouvement brusque pouvait causer de graves blessures. Les heures passèrent sans progrès. À un moment donné, Peter, délirant de peur et d'épuisement, se mit à crier qu'un serpent l'avait mordu. Bien qu'il n'y eût aucun serpent, seul son esprit lui jouait des tours dans le froid et l'obscurité de la grotte. Alors que la nuit tombait, la situation devint plus désespérée. La température à l'intérieur de la grotte avait chuté à des niveaux dangereux, et si Peter ne pouvait être libéré rapidement, le froid pourrait tuer non seulement lui, mais aussi les autres bloqués derrière lui. Finalement, vers 20h30, après des heures de lutte, les sauveteurs imaginèrent un nouveau plan. Ils firent passer un thermos d'eau savonneuse au groupe, espérant lubrifier le genou de Peter et le libérer de la crevasse. Ils versèrent soigneusement l'eau savonneuse autour de sa jambe, pendant que les pompiers attachaient une corde à sa cheville. Avec la coordination de tous, ils tirèrent doucement sur la jambe de Peter, tandis que ceux à l'intérieur de la grotte se tortillaient à côté de lui pour réduire la pression sur son genou. Lentement mais sûrement, son genou commença à bouger. Avec une dernière traction douce, sa jambe se dégagea. Le soulagement inonda le groupe, mais le sauvetage n'était pas terminé. Ils devaient s'assurer que Peter ne retombe pas dans la crevasse. Prudemment, ils le guidèrent sur le reste du passage étroit, jusqu'à ce qu'il soit enfin libéré. Un par un, les autres derrière lui rampèrent jusqu'à la sécurité, épuisés mais indemnes. Peter avait subi des fractures et des contusions, et il fut traité pour hypothermie avant d'être hospitalisé quelques jours pour laisser sa jambe récupérer. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous pour en voir d'autres similaires et n'hésitez pas à laisser des suggestions pour la prochaine vidéo dans les commentaires.